Le boss des supporters. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Bonsoir à tous. Bienvenue chez nous. Content d'être avec vous. Et oui, parce que les enfants, il faut revenir sur ce douloureux match à Bordeaux. On avait pas mal d'espoir, on avait passé pas mal d'espoir. On voulait retrouver les amis toulousains en demi-finale pour essayer de vaincre le Cygne indien. Alors non pas en demi-finale parce qu'ils nous réussissaient plutôt pas mal, mais surtout sur une saison où ils nous avaient déjà éliminés de la Champions Cup. Mais bon, ce ne sera pas le cas. On n'a pas gagné notre ticket pour aller les affronter. Parce que la faute à une belle équipe de Bordeaux, faut le reconnaître, qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Et puis surtout, on s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis par moments. Un peu, comme on disait, à l'image de la saison où on fait quand même une bonne entame de match. Oui. Et on oublie un peu de tuer ce match, je dirais, parce qu'on a l'occasion quand même plusieurs fois. Voilà, Jean-Luc qui était à Bordeaux d'ailleurs avec Doudou. Qu'est-ce que tu en penses ? On fait un bon début de match, quoi. Si ce n'est la première minute où les Bordelais sont pas très loin de marquer. Mais après on se reprend très très bien. Je crois qu'on met une très forte pression à cette équipe de l'UBB. Fischer, Paul Gédrasiak sont réellement à la pointe du combat, tant et si bien qu'il y a beaucoup de déchets au niveau de ces Bordelais. Ils échappent beaucoup de ballons et ça se termine. On est conquérant avec Uturia, on est conquérant en touche sur ce début de match. On arrivait même à contrer encore. Ouais. On est conquérant en mêlée fermée sur ce début de match, ce qui fait que même sur une touche plus ou moins ratée, il y a mêlée normalement il y a mêlée pour l'UBB et nous les secouons. On écarte sur la droite, on écarte au large et notre japonais fait une super passe à Damien et Damien marque et là nous sommes à 7-0. Ça sera d'ailleurs le plus gros écart pour ce qui concerne Clermont vis-à-vis de Bordeaux. Et là on commence à y croire, d'autant plus qu'ils ont un échec sur une pénalité, donc on se dit les planètes vont être sûrement alignées. Oui. Mais ça n'a pas duré parce qu'il y a eu il y a Ituria qui est sur le point de nous tuer ce match. Il y a un coup de poing dans le ballon de ce demi de mêlée qui est un bon coup, c'est bien joué. Ouais. Et encore une fois, dans la hiérarchie des demi-mêlées. À partir de là, ça dérape, et ce qui fait que, alors que nous aurions pu mener à la mi-temps, nous sommes menés d'un ou deux points à la mi-temps. Ouais, même 13 à 7, ouais. 13 à 7, 6 points. 13 à 7. Thierry, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en tant que supporter ? Oui, c'est ce que tu n'as pas pu faire le déplacement ? Non, j'avais pas pu y aller, et puis j'avais misé à fond sur Lille, parce que moi, franchement, j'y croyais à ce match. Je croyais qu'on allait le faire. Et je veux dire que le résumé que vient de faire Jean-Luc sur la première demi-heure, pratiquement, les 20 premières minutes, vraiment sûres, et même, on dirait la première demi-heure, c'était jouable. C'est vrai que Bordeaux n'était pas rentré dans le match. On voyait que c'était leur premier match phase finale. On se sentait qu'ils n'avaient pas la même ardeur que d'habitude. Et nous, on était rentrés pas mal. Il y a ce ballon que remonte Matsushima qui nous met sur de bons rails, quoi, voilà. Après, il y a ce coup de pied dans l'embut qu'on envoie sur Fischer qui malheureusement n'arrive pas à le récupérer parce que là aussi on peut marquer, c'est un ballon qu'on échappe dans l'embut. Ouais. Donc après, il y a le cas de ce que tu viens de dire aussi d'Arthur. C'est Lucu qui joue bien le coup, hein. Franchement, là, il les sauve. Hein. Parce que même, je crois que Jalibert le dit après que si cet essai il est marqué, pour eux, c'est dur de remonter. Parce que Arthur ne peut pas plonger plus tôt, toi qui as joué troisième ligne. Sûrement que si, mais bon. Non, franchement, il s'y attend pas. Il peut pas le voir venir. J'ai revu les images tout à l'heure. Il peut pas le voir venir. Non. Et après, c'est très bien joué. Il vient de taper le ballon. C'est vrai que ça aurait mérité qu'il sécurise ce ballon, mais bon, c'est vrai que tout va tellement vite. Ouais, j'en profite pour saluer nos amis internautes qui sont connectés, les fidèles Géraud, Martin, Muratoise, Alice Jules, Phil Blues. Et j'en oublie plein parce que ça défile. Que nous avons croisé. Muratoise qui était à Bordeaux. Tout à fait, avec sa fille. Je suis de retour. Ça y est, ça va mieux, tu vois, on t'entend super bien. Alors, c'était pour dire, juste moi, pour donner un peu mon avis, si vous le permettez.
Pour moi, ce match, il est un peu à l'image de la saison, quoi. On est sur une saison mi-figue, mi-raisin. On a vu des bonnes choses, des moins bonnes. Mais on n'a jamais trouvé, tout au long de la saison, cette cohésion collective et des petites erreurs individuelles qui ont fait qu'on perd, quoi. Et quand on voit un peu l'interview de Morgan à la fin, l'interview qu'il donne et qui dit avec Franck, j'ai passé des bons et des mauvais moments. On avait senti plusieurs fois sur le plateau avec nos divers invités que l'ambiance était pas géniale. Et pour moi, ça se termine. Il fallait que ça se termine. Ça se termine là. Ça aurait pu se terminer en demi. Bon, on n'est pas ridicule sur le match. Mais c'est à l'image de notre saison, c'est moyenasse, quoi. Mais je crois quand même que l'autre, il y avait de l'envie. Je crois que ce groupe. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il y avait pas d'envie. Hein. Mais même si on peut penser que au vestiaire, il y a quelques difficultés. Il y a eu le départ de Franck. Il y a des joueurs qui ont demandé de partir pour des raisons Covid, etc. Je pense que le groupe qui rentrait sur la pelouse à Chaban, ils étaient hyper déçus. Ils avaient envie, de toute façon. Mais je pense que la bascule, elle a eu lieu, Jean-Luc. Ils avaient envie d'aller au bout. Ouais. La bascule, elle a eu lieu. Entre l'envie et pouvoir le faire, je pense que si tu te serais repris au 1er septembre, tout le monde a envie d'aller au bout. Même jusqu'à la dernière minute, tout le monde a envie d'aller au bout. Mais on n'avait pas les capacités cette année. On sait très bien qu'il faut que les planètes soient alignées. Et pour que les planètes soient alignées, il faut des circonstances qui sont quand même assez particulières. Vincent le dira sûrement mieux que moi. Mais à un moment donné, ce groupe-là, je ne l'ai jamais senti cette année en capacité d'aller chercher le Brennus. Faut être sincèrement, moi je ne suis pas étonné. Regarde, si Arthur aplati, ça change complètement ce match-là. Oui, mais les Bordelais. Oui, mais je suis d'accord. Oui, mais ça a été ça toute la saison. Oui, mais il y a un match de phase finale. Un match de phase finale, ça se joue à rien, quoi. Oui. C'est Lamera qui a dit qu'ils ont eu peur. Les 20 premières minutes, ils sont même physiquement, il a dit qu'ils étaient inquiets parce qu'ils sentaient la SM, ça a tapé dur. On leur a pris des balles en touche. Non, mais on est d'accord. Mais moi, je dis pas qu'on a fait un mauvais match. C'est pas ça. Moi, je dis juste que c'est à l'image de notre saison, mine de rien. Même si Arthur aplati, machin, avec des si, mais c'est toute la saison. Si Camille se blesse pas, et si ça. Mais on a une saison qui est moyenne. On n'a pas une grosse marge, c'est sûr, mais je pense que quand je voulais parler de bascule, c'est-à-dire que quand il y a eu la décision de Franck d'annoncer son départ, il a fallu le temps de digérer ça, et je pense que là on l'avait digéré, et que les joueurs, le groupe en général, étaient dans l'optique de se dire maintenant on va décrocher un truc pour tous ceux qui vont partir, parce que là ça va être la grosse lessive quand même, et même un petit peu côté joueur aussi. Et je pense qu'ils étaient dans cette optique-là, et c'est pour ça je pense que la déception des joueurs est un peu à la hauteur de ce qu'ils avaient dû se dire entre eux, je pense. Ouais, je pense que depuis le match contre Toulon, déjà, on avait senti que Lagnac était revenu. Donc Toulon, déjà, c'était un match important. On avait apprécié 2 matchs contre Toulouse et La Rochelle, les 2 finalistes de la Coupe d'Europe. C'était pas n'importe quoi. Et à chaque fois, on a été à la hauteur sur ces matchs, quoi. Donc, vraiment, le groupe s'était resserré, on le sentait bien. Moi, je ne pense pas qu'il y avait de problème de vestiaire là tout de suite. Il y a eu un contre-coup à l'annonce de Franck, ça forcément. Parce que dans un vestiaire, on sait, c'est toujours pareil. Quand il y a un coach, il y en a qui sont plus côté coach, il y en a d'autres qui jouent moins, qui sont un peu moins côté coach. Donc forcément, il y a toujours, ça met toujours un peu le trouble. Mais bon, là, je pense que le groupe s'était resserré et avait vraiment envie de créer quelque chose et d'arriver à faire quelque chose. C'est ce qui explique la grosse déception, je veux dire, de samedi. On a vu quand je vois Damien Penaud pleurer comme ça à la fin du match, il voyait pas mal. Je veux dire, ils en avaient gros. C'était pas leur objectif, ils ne l'avaient pas atteint. On voyait bien qu'il. Vincent, toi qui es spécialiste un peu plus du jeu d'avant, on va dire, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette évolution qu'on a eue? On a retrouvé un paquet d'avant un peu conquérant quand même, que ce soit en mêlée ou en touche. Ouais, tout à fait, c'est ce que j'allais dire un petit peu sur le débrief, c'est que finalement Clermont est fort quand il maîtrise. Et c'était un petit peu l'objectif et c'est ce qui est revenu et c'est ce qui a redonné, je trouve, cet talent-là. Et pour ma part, je pensais que ça allait basculer parce que après ils savent aussi gérer ces matchs-là et on était face à Bordeaux qui, même s'ils ont beaucoup d'ambition, c'était leur première fois. Et quand moi j'ai pas pu revoir tout le match, mais quand j'ai vu l'entame de match,
je me suis dit, sur l'essai justement d'Ituria, si ça bascule là, je pense que ça peut leur faire vraiment très très mal, quoi. Oui, puis malgré les coups du sort, on est dans le match, quoi. 35e, 7-6, on est encore devant avant la mi-temps, et puis il y a ce trou d'air monstrueux de 5 minutes avant la mi-temps où on prend pénalité et où on prend cet essai juste derrière, quoi, sur des ballons perdus. Mais Arnaud, c'est récurrent, ça aussi. Ouais, mais Arnaud, c'est souvent arrivé, ça. Mais vous me donnez raison, les gars. Le trou d'air, c'est mental. On l'a vu à chaque fois. C'était où les fins de match. On n'a jamais fait un match abouti cette saison. Je suis peut-être sévère, hein, et ça me fait mal au cœur autant que vous, les gars. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas eu il y a eu très très peu de matchs où on s'est dit putain là on a quelque chose, quoi. Sachant que ce Bordeaux que l'on présente un peu comme un épouvantail, si on fait le bilan de la saison, on va à Bordeaux, je crois qu'on fait 16-16 et ils viennent nous battre au Michelin 37-36, donc il n'y a pas un delta d'écart entre l'UBB et l'AS Montferrandais cette saison. Ce qu'il faut penser, c'est que le niveau, c'est hyper... je regarde Thierry, mais le niveau, c'est hyper resserré ces dernières années. Et quand, en fait, nous, aujourd'hui, vaut mieux que nous soyons à notre place qu'être à la place, par exemple, du RCT. Le RCT, la saison prochaine, ne fera pas de Coupe d'Europe. Ou de Lyon, hein. Et il faut espérer aussi. le Loup, c'est pareil, qui a un vrai projet. Et si on descend en bas, quand on regarde le pari qu'avait fait Bayonne, en refaisant les tribunes, en ayant un vrai projet rugby qu'avait monté le président Taïeb, quand on voit aujourd'hui ce qu'il en advient, ne faisons pas non plus la fine bouche, quoi. On l'a souvent dit sur ce plateau, on est souvent, je parle devant le président des supporters, nous sommes souvent en phase finale, et on s'est très rarement, peut-être sur les 10 dernières années, une seule fois où on ne s'était pas qualifié pour aller faire des phases finales, on s'est toujours qualifié pour faire des phases finales, donc de temps en temps, on se plaint un peu la bouche pleine, quoi. Il y a Tifosi qui a une remarque tout à fait intéressante. Grosse erreur, on aurait dû jouer en vert. Ça nous aurait peut-être sauvé. Cette année, on a lancé pas mal de jeunes aussi. Et c'est vrai que souvent, à la 60e minute, là encore, à la 60e minute, on est à 3 points. On est à 6 points, on est à 3 points. On revient à chaque fois. Et bon, peut-être un manque de profondeur de banc cette année. Non, mais... je pense aussi, oui. Il manque peut-être 2-3 grognards qui rentrent un peu dans les 20 dernières minutes. C'est sûr que de toute façon, il faut vraiment espérer que tous ces jeunes qui ont été intégrés cette année, depuis le tout début de la saison, avec les blessés qu'on a eus, tous les problèmes qu'on a eus, il faut vraiment espérer que ces jeunes ont emmagasiné l'expérience qu'il faut pour l'année prochaine réellement apporter quelque chose. Parce que, encore une fois, on n'est pas dans le bilan de la saison, mais on va se retrouver l'année prochaine avec, pour l'instant, 2 recrues. C'est ça. C'est-à-dire Lavanini et l'ouvreur irlandais. Il n'y en aura que 2. De toute façon, il n'y en aura que 2. Donc ça veut dire qu'on mise énormément sur l'intégration des jeunes. Mais je crois que c'est bien expliqué par le président Guillon, c'est sur le journal d'aujourd'hui, je crois, ou d'hier, qui le dit, que comme quoi, maintenant avec le problème des gifs, de toute façon, il fallait y passer. Et puis après, je pense qu'il y a aussi les budgets, même s'ils disent que c'est pas vrai, je pense qu'il y a les budgets aussi qui font qu'on a quelques gros contrats tout de suite qui font que tant qu'ils seront là, on ne pourra pas faire de grosses recrues. Et voilà, mais c'est vrai qu'il faudra quand même régénérer un petit peu le groupe. Après, jouer la carte jeune, je veux dire, on est tous d'accord. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir des équipes espoirs ou des écoles de rugby qui font monter leur niveau comme on peut le voir depuis quelques années, si c'est pour pas les faire jouer après. Donc, ça a toujours été moi, je pense que voilà. Mais c'est pas un phénomène nouveau. Ça a toujours été la politique de Clermont de toute façon, et même un objectif affirmé d'avoir. Qu'il avait annoncé qu'il voulait 50% d'effectifs. Xavier l'a répété sur le plateau, et c'est vrai que ça lui fait dresser les poils sur les bras quand même, d'ailleurs, Canal ne sait pas le relever, il parle de la formation toulousaine, de la formation ci, formation ça, mais l'ASM... combien d'espoirs Montferrandais jouent dans les clubs de top 14 aussi? Combien? Il y en a un paquet. Je regardais, là, en préparant l'émission, si on fait le bilan, Cancorier, il n'est pas très très vieux. Fischer n'est pas vieux. Amato Tossero, c'est tout jeune. Bibi,
qui a quand même fait une rentrée ça sera un sérieux, samedi. Il vient d'avoir juste 19 ans. Il vient d'avoir, Damien n'est pas un très très vieux. Raka n'est Ouais, mais Jean-Luc, par rapport à toi, on est tous jeunes. Il est revenu. Il y en a qu'un par contre qui était. Vanton, non, mais c'est- les deux jumeaux. Les deux Donc, Lannoy, ouais. si on encadre ça avec des Fourcade, des Falatea, des Paras, Fourcade des est pas vieux non plus. Vanilla, des Moala, des Yato et des Li, plus les deux recrues, ça peut être pas si mal. Il y a une vraie problématique. Il faut qu'on en parle quand même sur ce plateau pour que les gens sachent que les supporters s'en inquiètent. C'est parce que je vois au niveau du centre, si on avait eu un tel, si on avait eu un tel, mais on a quand même signé il y a maintenant 3 ans un garçon comme Wesley Fofana. C'est un garçon qui fait 2 matchs par an. Donc, faut peut-être prendre. Je vois qu'il y a des réflexions sur le président qui disait qu'il fallait regarder Toulouse dans les yeux, mais président, il faut peut-être prendre des décisions avec Wesley. Wesley peut-il faire une saison avec au moins une petite dizaine de matchs. Il lui reste 2 ans de contrat, oui, c'est sûr. Il faut renouveler un peu. On a vu même des joueurs comme Fritzli à la fin du match qui étaient complètement oxy. Ils n'ont pas tourné. Ils se donnent. Ça c'est sûr qu'ils se donnent. Et à tous les matchs, Et à tous les matchs. Et là, il faudra un peu de... Alors là, ça par contre, on l'a pas trouvé dans la succession auprès des jeunes, un numéro 8. Peut-être Yato alors, je sais pas si on compte Yato comme un numéro 8, mais moi pas. Mais franchement, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que Fritzli, on va l'user jusqu'à la corde, il n'y a pas de souci. Et puis il est sacrément solide, parce que par rapport au nombre de matchs qu'il joue, c'est énorme quand même, il est très peu blessé. Le rendement diminue pas. C'est impressionnant. Mais par contre, derrière, il n'y a personne pour le faire reposer un peu, quoi. C'est dingue. Mais on a alors malgré ce que disait Jean-Luc, il n'a pas tort, on a quand même pas mal de jeunes, mais on a l'impression est-ce qu'on a un effectif vieillissant mentalement ou vieillissant dans l'âge? Est-ce que le groupe ne devrait pas être renouvelé aussi en termes de, comme là il y a Jono qui arrive avec une nouvelle équipe et tout, est-ce que aussi il y a une partie du groupe qui devrait être renouvelée, pas tant par l'âge, mais par tant les années déjà qui les ont peut-être déjà un peu usés? Parce qu'on prend un mec comme Wesley, par exemple, il n'est pas vieux. Mais dans l'absolu, il est cuit, quoi. Il a plus de 30 ans, donc t'es vieux, si t'as plus de 30 ans. Mais quand tu regardes les commentaires, on parle d'un effectif vieillissant, quand même. De toute façon, l'autre, il ne faut pas rêver. Ce groupe, il va prendre un coup de boost, je pense, l'année prochaine, avec ce renouvellement, pas complet, mais on va dire au moins de moitié du staff, parce qu'un staff c'est 20 et quelques personnes, et dans ces 20 et quelques personnes, il y a quand même des ténors qui vont partir, déjà dans les entraîneurs principaux bien sûr, mais bon, quand on enlève le prépa physique qui est là depuis 15 ans, 18 ans, je sais pas, 15 ans, Sébastien Bourdin, ça va faire un gros changement, je pense, parce que lui c'était le chef, quoi. Je veux dire, il y a eu plein de prépa physiques qui se sont greffés autour, mais c'était lui le patron. Donc on change de patron de la prépa physique. Il y aura certainement des mouvements un peu aussi au niveau du staff médical un petit peu. Enfin, voilà, je pense, moi je mise énormément sur ce renouvellement parce que même si on en avait besoin. On change beaucoup de personnes autour, mais on garde quand même le même groupe, on l'a dit au préalable. Vincent, un staff peut agir sur le moral, le comportement du groupe. J'espère. Oui, je pense que c'est bien l'objectif et c'est bien leur mission. Après, les choses se font pas comme ça en claquant des doigts, et donc forcément, même si c'est des gens très 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 compétents qui vont arriver, il va falloir reconstruire. Donc sûrement sur un nouveau projet, même si on sait que Clermont travaille quand même dans la continuité. Donc après, on sait que Jono Gibbs quand même connaît la maison. Donc voilà, je pense qu'il va réussir à apporter tout ça. Moi, je suis moins inquiet quand même sur le côté vieillissant, je le trouve pas. Non. Lié à ce qu'on a dit juste avant, quoi, que justement il y a toujours des jeunes qui impulsent et qui ont connu les équipes jeunes aussi à Clermont et qui viennent avec vraiment une envie de mouiller le maillot, quoi. Il y en a qui vont jouer gros. On parle de Wesley Fofana, mais on peut parler de Rabat Slimani aussi. Parce que lui, il est dans le viseur quand même, plus que dans le viseur. Donc là, c'est quitte au double, je pense, la saison prochaine. Je pense il va falloir qu'il se passe quelque chose. L'arrivée de Dato va rebooster un peu trouver son niveau aussi. Je crois que ça fait partie des objectifs de Dato, qu'il le connaissait bien, et qui apparemment, il y a besoin d'être un peu derrière, et je pense qu'il va s'en charger de ça.
Au tarif où on le paye, oui, il faudrait peut-être qu'il se réveille un peu. Oui, ça fait partie des plus gros salaires du championnat. Oui. C'est le joueur français le plus payé du championnat, hein, monsieur. Slimani. Enfin, c'est le plié, je crois que c'était le plié. Au moins le pilier. Mais enfin, de toute façon, les piliers sont les joueurs les plus payés du championnat, à part quelques exceptions de 3 quarts un peu bankable, on va dire. Mais c'est vrai que les piliers, c'est une denrée rare, donc ça. Moi, je suis pas d'accord sur le vieillissement du groupe. Moi, je crois que tout le contraire, on est en train de vivre un rajeunissement vraiment du groupe. Parce que si on regarde la composition de l'équipe là qu'il y avait, si on prend le 8 de devant, il n'y en a pas beaucoup qui étaient là en début de saison, qu'on aurait mis. On n'aurait pas mis cette équipe en début de saison. Quand on reprend la première ligne, des Falatea ou des Bibi ou des Etienne Fourcade qui fait un. Voilà. Non, je pense que moi, je suis pas pessimiste du tout. Je pense que Jono va rapporter sa petite touche là-dessus. Et il y a un groupe qui est jeune. Je serais plutôt dire un groupe jeune plutôt qu'un groupe vieillissant. Moi, voilà. Parce que dans un groupe, il faut toujours quelques vieux au milieu. De toute façon, il faut qu'il y ait quand même Mais ce qu'il faut, c'est que ces vieux-là, ils assument leur rôle de cadre. Ils apportent. Voilà, c'est ça. Et qui donnent de la confiance aux jeunes. Parce que la fougue, les jeunes, ils l'auront. Mais il faut de la confiance. Donc moi, non, je ne suis pas si pessimiste. Il y a des joueurs qui s'adaptent. Je pense à Yato. Qui aurait dit que franchement, il est en deuxième latte. Je l'attendais pas là comme ça. Il fait encore un sacré match à Bordeaux. Ah oui, non. Il est présent. Oui, et puis. Mais c'est pas facile parce que lui, il aime jouer au ballon. Là, quand on met la tête dedans à chaque fois, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc là, il a fait des sacrifices et franchement, il a bien fait. Alors, visiblement, Cotter va l'emmener en tournée. Avec travail, J'espère qu'ils vont pas revenir usés, quoi. Ouais, ça, il faudra accepter de les laisser se reposer. Tifosi dit alors c'est les supporters qui sont vieillissants. Par contre, ça c'est vrai. Ça Thierry va nous en parler. Ça fait longtemps que je le dis. On a un public qui est très vieillissant. Oui. Malheureusement, on manque de rajeunissement au niveau du public. La moyenne d'âge était de plus en plus élevée. Bon, ça avait toujours été un peu au rugby. On se rappelle dans le temps. C'était. Mais bon, ça rajeunit pas beaucoup. Mais c'est général dans tous les clubs. Mais bon, nous, c'est flagrant. Nous, on le voit au niveau des clubs de supporters. Enfin, moi, pour ma part, j'ai monté un club il y a 20 ans. On est les mêmes, mais sauf qu'on a 20 ans de plus tous. Voilà. Donc, il y a un problème. Ça sera peut-être au club d'accéder à la communication sur mais on sur essaye. J'en ai parlé avec Jean-Luc. Oui, dis-moi. Tu dis qu'il faut mettre des Stana au Michelin ou pas alors? C'est ça, oui. Ils ont commencé à équiper les risques. Tant qu'on est sur ce sujet du vieillissement des supporters, toi qui suis ça de très très près, comment tu vis l'arrivée en Ligue 1 du Clermont Foot par rapport à ce public? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont mettre peut-être de l'argent sur une carte Clermont Foot? Il y en aura sûrement. Après, je pense qu'on avait deux publics différents. Je pense que bon. Ouais, je suis pas sûr du transfert. Non, je pense pas non plus. Non. Il y en aura quelques-uns, bien sûr. Mais Tifosi 7 qui en parle aussi. Non, mais peut-être qu'il y en aura, heureusement. Je veux dire qu'il va y avoir. On dit que dans un club qui monte en Ligue 1, il y a une moyenne de 5000 abonnés, donc qu'ils n'avaient pas avant. Donc il y en a peut-être qui vont partir de chez nous. Bon, nous, on est en baisse un petit peu depuis quelques années. Mais bon, voilà. Après. Je pense que ça vient. Oui, vas-y, dis-moi. Non, parce que par rapport, moi, il y a une réflexion, puis ça fait quand même pas mal d'années. Tu vois, ça fait 3 ans que je participe à l'émission et qu'on parle. Moi, je trouve que au niveau de l'ASM, et c'est global au rugby, les tarifs quand même sont assez élevés. Et aujourd'hui, tu parles d'un public jeune. Je vois, moi, tu vois, regarde, père de famille. Français moyen avec 2 gosses, un abonnement Michelin, et ben il fallait l'avaler, quoi. Alors c'est un débat qu'on a régulièrement avec le club. C'est un débat qu'on a régulièrement. La réponse, elle est que il existe des tarifs qui sont dans les pesages. Bon, c'est pas les meilleures places forcément, mais c'est des tarifs à 100 et quelques euros par an qui sont abordables pour un public jeune, on va dire, qui a pas. Après, mais un jeune, c'est vrai que après, quand tu regardes la moyenne des tarifs, on est dans la moyenne. Après, les budgets au rugby ont tellement augmenté. Quand on voit les budgets quand les clubs maintenant, ça n'a plus rien à voir avec avant. Donc ces budgets, il faut bien que l'argent sorte de quelque part. Alors bon, il y a les collectivités locales, mais enfin à mon avis, c'est pas qu'aux collectivités locales de financer les clubs. Donc il y a la partie billetterie qui est importante et de plus en plus importante dans les clubs, forcément pour la vie du club. De toute façon, on reviendra là-dessus parce qu'on fera un focus en fin d'émission sur ton rôle réellement et on te posera les questions qui vont avec. Pas de problème. Parce qu'il y a pas mal de questions qui peuvent venir. De toute façon, c'est de ta faute. D'accord. Mais j'assume. Sur ta participation à certaines décisions, savoir si justement le président de l'Interclub, il a une influence sur certaines choses. Un petit peu. Revenons un peu
un autre week-end rugbystique. Je pense qu'on a un peu tout dit sur le match de Bordeaux. Bon, malheureusement, voilà, la saison s'arrête là, et puis c'est presque un mal pour un bien, je dirais, parce qu'on a souffert. Voilà, on l'a assez évoqué. Il y avait aussi un autre barrage qui le Racing contre le Stade Français. Où là moi j'avais mis une pièce quand même sur le Stade Français, et puis on a été bien déçus parce qu'ils n'ont pas existé. Au bout de 20 minutes, les gens ont basculé sur le tennis. Il y avait Nadal, Djokovic, je crois que tout le monde a zappé. Là j'étais surpris. Il y a eu une deuxième mi-temps. Le Stade Français ils ont lâché. C'est vrai. C'est vrai que nous, Montferrandais, on rêvait tous de revoir cette finale, clairement Stade Français. C'est vrai qu'on c'est dommage, on en parlait tout à l'heure pour aussi Bayonne, parce que en fait le Stade Français avait fait un gros effort pour aller gagner à Bayonne, et ils avaient gagné peu, et en fait Bayonne y a laissé des plumes, mais ils se retrouvent aujourd'hui en groupe en c'est vrai que en groupe B. Le Stade Français n'a pas existé sur ce match, quoi. C'est impressionnant, quoi. Alors qu'ils ont quand même souvent perturbé les Racingman dans la saison, et même dans les dernières saisons. Enfin, le match du Racing, ça m'a rappelé un petit peu le match qu'on avait fait nous contre le Racing, quoi. C'est-à-dire où ça passait. Si on se rappelle du match, ils sont passés comme dans du beurre. C'est un réalisme mais là, froid, sur les premières minutes, on a revu à peu près la même chose. Ils ont une ligne de 3 quarts quand même qui est pas mal. Quand même, là. Qualité. Ça, quand tu vois des 3 quarts comme ça, tu dis ça fait rêver. On en parlait, on a regardé, nous, on était dans le bus avec l'équipe, et on en parlait avec Fabrice. Et c'est vrai que la ligne de 3 quarts, extraordinaire. Et bon, c'est vrai que le Racing avait eu un petit moment là, un peu plus compliqué, mais bon, c'est vrai que. Ils sont équipés devant, la ligne de 3 quarts, c'est quand des il y a étoiles. De talent derrière. Et c'est en première match. Et que ça se trouve bien, et que ça joue bien, c'est sûr que c'est très 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 compliqué. Et de la vie avec de la vitesse, quoi. C'est cette vitesse qu'ils mettent au jeu. Je les vois bien d'ailleurs être pas loin de la timbale, décrocher la timbale. Est-ce que le revêtement a réellement une influence pour pratiquer ce jeu ? Moi je pense que oui. Pour eux, c'est idéal. Ce jeu très dynamique, plein de vitesse, qui leur correspond bien, qu'ils arrivent bien à mettre en place, mais je pense que c'est lié aussi. Et Vincent, tu penses que la politique d'entraînement et l'idée de jeu est aussi adaptée à la surface ? Tu penses qu'ils axent là-dessus ou pas aussi également à mon avis, dans le haut niveau, on laisse pas beaucoup de place au hasard. Au hasard, donc, à mon avis, oui, je pense que c'est lié. Enfin, forcément, même visuellement déjà, quand on regarde un match, on a cette sensation que ça va beaucoup plus vite. Et donc, rapidité. Donc, je pense que forcément tout ça est préparé, et du moins et mis en place. Anticipé, quoi. Après, ils ont tel joueur que qu'importe la surface, je crois. Quand Teddy Thomas, il peut jouer dans la boue, il sera toujours aussi bon. En tout cas, ça va nous donner des belles demi-finales en perspective, parce que c'est vrai que le Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, on va dire, dans l'ordre de qualification, ça va sentir un peu la poudre, parce que c'est la revanche du match de Champions Cup. Et puis Urios, je pense qu'il va avoir à cœur de faire déjouer ces Toulousains, mais bon, je me demande bien qui cette année va pouvoir les perturber, quoi. Peut-être bien justement le Racing. Le Racing. Sachant qu'Urios connaît bien le jeu de Toulousain, et qu'avec Castres, il a souvent gagné à Toulouse. Je pense que c'est un connaisseur, et un fin technicien. Pour avoir analysé le jeu toulousain et peut-être en faire une aux Toulousains, quoi. Parce que le président Marty a envie d'un titre à Bordeaux, c'est clair. Pourtant, ils sont loin d'être favoris, Bordeaux, mais je sais pas, je sens quelque chose. Ça peut être le poil à gratter, justement. Là, ils sont dans l'euphorie d'un match. Il nous ferait une Castres. Toulouse au repos depuis 15 jours, puis quoi qu'on en dise, leur saison s'est peut-être un peu arrêtée avec la Champions. Urios aura peut-être un souci, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai trouvé qu'il y avait un garçon qui avait été excellent, et il a porté le maillot jaune et bleu pendant quelques années, c'est Rémi Lamera. Et Rémi, 2-3 fois, est resté collé au gazon. Il finit le match un peu fatigué. Si jamais il manquait cette demi-finale,
ça serait un moins pour l'UBB. C'est pas le joueur à s'économiser, lui. Hein. Non. Oui, D'ailleurs, je profite de la présence de Vincent parce que j'ai une question je me pose toujours. D'après toi, est-ce que vaut mieux être directement demi-finaliste ou gagner les barrages et être sur la lancée ? Je pense que Toulouse, quand même, aura pas de difficultés par rapport à ce repos, vu la saison quand même chargée qu'ils ont eue. Et inversement, Bordeaux a dû quand même livrer une prestation pour battre l'ASM. Moi, comme je vous ai dit, j'ai vu que la première mi-temps, mais je trouvais qu'il y avait une sacrée intensité. Enfin, ça se faisait pas de cadeau des deux côtés. Donc là, il va falloir enchaîner face à quand même Toulouse qui devant est vraiment très très dur, a beaucoup de maîtrise, et puis après a une sacrée ligne de trois quarts aussi. Je pense que ça va être quand même compliqué pour Bordeaux, et donc pour répondre à ta question, il faut prendre en compte tous les éléments, je pense, et celui-là c'est quand même important. Bordeaux a dû faire un gros match contre l'ASM, donc je pense qu'ils auront peut-être laissé des plumes. Il y a une autre équipe à qui ça a dû faire du bien de récupérer, c'est La Rochelle. Parce que La Rochelle, ils avaient un peu les ailes qui touchaient la piste. Avec les matchs en retard. Nous, on sentait qu'ils étaient cramés quand même. Donc je pense qu'eux aussi, ils vont vendre chèrement leur peau, même si le Racing, c'est vrai, est pour moi favori de par la pléthore de super joueurs qu'ils ont. Mais le groupe de La Rochelle, par contre, là on parle de groupe, c'est une aventure qui pourrait très bien se terminer pour eux, je dirais. Toi, Dodo, qui était au stade, je vois, enfin ça vient de glisser, c'est Tifosi 7, je crois, qui disait que Bordeaux trop dépendant de Jalibert. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même. Jalibert, c'est un bon joueur. C'est pas faux. Il les a portés quand même. Moi, je trouve quand même que Bordeaux, c'est un groupe. Donc Bordeaux, c'est un groupe. D'ailleurs, toutes les équipes. Jalibert a eu du mal à débuter le barrage. Après, il s'est mis. Bon, mais après, il est fait franchement, c'est un. Logiquement, de toute façon, une équipe dépend quand même de son ouvreur. Et sa charnière en général, le bébé. Voilà, mais c'est vrai qu'en plus, là, Jalibert fait une saison où il est sous les feux. Parce qu'on parle beaucoup de Dupont, Ntamak, mais Loukou, Jalibert. Je me demande si c'est pas des gens qui peuvent venir bousculer la hiérarchie, parce que Loukou, on n'en parle pas. Pour moi, c'est un mix, c'est Dupont-Jalibert. Dupont, Dupont, il pourrait, parce que Loukou, c'est un sacré joueur aussi, parce qu'il a un jeu au pied, il est complet quand même, comme Mine-Mêlé, c'est un meneur, c'est un chien. Puis t'as l'impression qu'il a déjà énormément d'expérience. Alors qu'il n'est pas vieux en plus. Il y a une pléiade de 9 en France tout de suite. Et puis en équipe de France, ils sont assez ouverts aussi, justement, à aller chercher d'autres joueurs, etc., qui ne sont pas forcément encore venus. Donc oui, c'est possible. On va en terminer avec ces phases finales. Donc on fera un peu le jeu des pronostics sur la page des coulisses de l'émission qui, je crois, si je ne me trompe, a franchi les 2000 abonnés maintenant. Donc c'est une belle étape de franchie, j'ai l'impression. Tu me dis si je me trompe, Ghislaine, mais normalement ça doit être bon. Et donc. T'avais pas dit qu'à 2000 tu mettais ton slip sur la tête? Non, c'est ça. Et ben voilà, c'est pas officiel, alors bon, j'attendrai la saison prochaine. Pour les 10 000. Non, on est revenu déjà longuement dessus, mais. Si on veut revenir un peu sur le bilan de cette année de l'ASM, on a surtout eu des faits marquants pour revenir dessus. Bon, c'est vrai que, bien sûr, cette épidémie de Covid, ça c'était pour tout le monde, il n'y a pas de souci, mais surtout le club a été quand même touché à deux reprises, d'abord par le décès d'Éric de Cromière, et ensuite de ton ami Thierry Éric Aubry. Donc ça, je pense que ça a malheureusement ponctué la saison de manière négative, et même si ça pouvait amener peut-être un petit supplément d'âme pour les joueurs qui, avec le nom d'Éric sur le col, ont dû, je pense, fortement penser à lui à chaque fois. Ouais. Et même, je crois qu'Ami, à la fin du match, il a rendu hommage. En conférence de presse, il
Il a rendu hommage, il a regretté de ne pas aller plus loin, justement pour la famille d'Éric et même pour Éric en montrant. Donc, voilà. Ouais. C'est vrai que ça a été je veux dire que c'était à l'image de la saison, on en parlait tout à l'heure, mais bon, c'est vrai que cette saison, dès le mois d'août, le décès du président, on se retrouvait avec un président qui n'était pas prévu de venir tout de suite. Enfin, c'était prévu dans la hiérarchie que ce soit lui, que ce soit lui. Voilà. Et Eric m'avait dit avant, je reste encore 3 ans, j'aurai le temps de le former et tout. Et du jour au lendemain, voilà, il se retrouve. C'est vrai que pour Jean-Michel Guillon, ça a été très dur parce que se retrouver à la Ligue, se retrouver à la tête du club, se retrouver avec tout ça. Le Covid au milieu. Avec le Covid en plus, avec des stades vides à gérer et tout. Ouais, donc franchement, c'était. Et après, pour arranger ça, quoi, en milieu de saison, l'entraîneur qui annonce qu'il ne va pas au bout de son contrat, quoi, je veux dire. Donc ça faisait beaucoup pour un nouveau président, on va dire. 2 joueurs en cours de saison qui disent qu'ils vont veulent demander rentrer à au pays. partir. Timani et McIntyre. Donc voilà. Donc non, c'était franchement, je pense que je lui ai dit, à mon avis, tu as connu le pire maintenant, tu pourras connaître le mieux. C'est pas possible. Autrement, il faut y arrêter tout de suite. Hein. L'autre nous parlait d'une saison en dents de scie, mais bon, quand Lopez se blesse, si on a McIntyre, on fait peut-être pas les mêmes matchs. Et si nous avons, j'utilise encore des si, et si nous avons Timani ce week-end, c'est un titulaire en licence. Surtout qu'on a cru le remplacer par un super tifosi, il est dessus, avec les jokers médicaux. On a cru le remplacer par et si on a notre ami Chris Waddle et puis notre 10 anglais, là, Thomas, là... Le super talonneur sud-africain. Et ce qui est paradoxal cette année, c'est qu'au final, il y a beaucoup de matchs qui tournent sur vraiment les derniers instants. On n'est pas loin même de viser les 2 premières places. Si on fait le bilan... On perd dans les arrêts de jeu contre l'UBB chez nous, contre le Racing, à Bayonne, à Montpellier, on perd 1 point. Mais tu vois, Doudou, t'as raison dans ce que tu dis, mais à plusieurs reprises sur ce plateau, on en a parlé, où tu sentais que les mecs, psychologiquement, il y a eu des moments où ça lâchait. On en a parlé avec Camille. Camille en plateau, Lopez le disait. Je lui disais, Camille, ça se voit sur vos visages quand il y a des moments où vous semblez perdus. Et il me dit, il avait pas démenti, quoi. Ça se sentait qu'il y a des moments, il n'y avait pas de. De toute façon, il y a manqué quelque chose, quoi. Cette reconstruction qu'il y a eu depuis le début de la saison, donc avec des nouveaux, parce qu'il y avait des ténors qui étaient partis, les Dato et tout ça. Enfin, je veux dire, on remplace pas ces mecs-là du jour au lendemain. Et effectivement, c'était ce que tu illustres, la loutre, en parlant de des fois où on regardait nos pompes, où c'était compliqué. Mais nous, c'est pour ça, moi, j'ai baptisé un peu cette saison une saison paradoxale. Mais paradoxale, pourquoi ? Parce que on n'a jamais marqué autant de points. C'est clair. On n'a jamais on est première attaque, hein. Je ne sais pas s'il y a les stats là, qui vont s'afficher. On a des buteurs qui ont des pourcentages de réussite indécents, que ce soit Camille, quand Morgan a été touché par le Covid, parce que lui aussi, parce que nos cadres, ils ont morflé aussi par l'épidémie. On les a, les stats. Première attaque, point. Voilà, alors effectivement, le paradoxe, il est là. Première attaque, par contre, notre défense qui était notre point fort, 8e défense. Voilà. Alors ça aussi, Xavier est revenu dessus, parce que forcément, on l'a attaqué dessus quand il est venu, et qu'on sait qu'en plus, Benson Stanley va rester l'année prochaine. C'est sûr qu'il est visé aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Xavier a dit que de toute façon, Benson faisait un très gros travail et que la défense, ça ne se réinventait pas. Une saison pouvait ne pas suffire. Et que surtout, à partir du moment où on marquait plus de points que l'adversaire, à la fin, on gagnait normalement. Et ce paradoxe, il se reflète dans la conquête aussi, où dans l'esprit des gens, on n'a pas eu nos ballons en touche, on a été défaillants, alors qu'au final, on est l'équipe qui marque le plus d'essais sur les pénales touches. C'est ce que je voulais dire. Le paradoxe, c'est vrai que c'est vraiment bon, parce qu'on aurait pu s'attendre, on a une ligne de 3/4 quand on la regarde, il y a une super ligne de 3/4. Le paquet, on savait que il y avait cette année, c'était peut-être un peu moins bien, on s'en est rendu compte, il y a eu beaucoup de changements. Et ben non, c'est les gros qui ont marqué plus que les 3/4. Il a fallu des essais d'aller vérifier Raka en fin de saison pour qu'il passe devant Fritz Lee, qui était notre meilleur marqueur. Fritz Lee, il met 6 essais et Raka 7. Voilà, donc le paradoxe, il est à tous les niveaux cette année. On voit bien que. Et d'ailleurs, mais regardez, on a une super ligne de 3/4, mais on a quand même eu personnellement, j'ai trouvé que le jeu au pied a été un peu défailannée quand même. Non ? Sur le déplacement, vous en pensez quoi ? Peut-être sur l'occupation. Moi, j'ai trouvé que derrière, on n'était pas super bon cette année. On n'a rien vu. Cette année, c'était beaucoup d'individualité. C'est vrai qu'il y avait ça. On attendait trop sur. Mais heureusement qu'on avait les individualités. J'aimerais aussi, pour conclure, qu'on évoque, parce qu'on a fait quelques déplacements où on s'est interrogé sur les compositions d'équipe.
à un moment, et la preuve, ils ne font pas la Coupe d'Europe, à un moment, on a envoyé beaucoup de jeunes faire le match à Toulon et on a perdu à Toulon, alors qu'on a beaucoup d'équipes concurrentes qui sont allées gagner, à Toulon. Du lourd. Est-ce que quand on est allé à Toulon, fallait pas mettre une composition un petit peu plus costaud? On en avait parlé avec Xavier. On ne peut pas toujours mettre les gars costauds, mais je pense qu'il y a eu des choix de match qui n'ont pas toujours été très judicieux. Je vois dans les commentaires, il y a un joueur qu'on a oublié, Gérard Durand le dit, Lapendrie, et Alex a vraiment manqué à cette équipe, notamment dans ces moments de flottement où ça faisait partie des dans toutes les lignes, il nous a toujours manqué quelqu'un. Première ligne même, Falgou, puis les gauches, souvent ça n'a pas trop du coup tourné. Deuxième ligne, Vahamina. Lapendrie en troisième, la charnière qui était aussi on a enchaîné. Camille. Ça a été compliqué de structurer cette équipe. On a eu une grosse période où on n'avait personne en touche aussi. Donc il y avait Arthur qui était Vahamina. Quand Arthur est rentré, on l'a senti tout de suite. Voilà, donc c'est sûr. Et donc... Et voilà. Bon, écoutez, le bilan, je pense qu'on a fait le tour. On va basculer sur une rubrique qui nous tient à cœur, c'est anecdote de vestiaire. Envoyer quelques chiffernazes, ça fait partir du jeu, on se régale. Donc là, je vais me tourner vers nos invités. Vincent et Thierry. Alors Thierry, lui, ça va être plus anecdote de supporter parce que dans sa longue carrière de supporter, il a certainement des anecdotes de supporters, de voyages à l'étranger, peut-être de choses qui se sont passées, qui peuvent être racontables, parce que ça aussi. Voilà, on est regardé par des millions de gens, n'oublions pas. Et oui, c'est ça. Donc. La France nous regarde, Thierry. La France, c'est bien. Oui. Vincent, je te laisse préparer quelque chose aussi. Donc Thierry, qu'est-ce qui te revient si tu te retournes un peu justement sur toutes ces années de déplacement? Moi, sur les déplacements, ça sera celui qui nous avait plus marqué, c'était en 2010 en Coupe d'Europe à Dublin. Voilà, parce que pour nous, c'était la première fois qu'on essayait de mettre plusieurs avions en place. On en avait fait partir 8. Et c'est là qu'on avait communiqué sur le fait de faire un défilé qui partait de l'équivalent, on va dire, des Champs-Élysées, c'est O'Connell Street, et on avait dit on ira au stade à pied. Et sauf qu'on avait regardé ça sur un plan, on trouvait que c'était pas loin, mais sauf qu'à la fin c'était très très loin. Il y avait beaucoup de pubs. Et il y avait beaucoup de pubs, et il y en a beaucoup qui sont arrivés, ma foi, très fatigués, on va dire. Donc c'était une sacrée anecdote, mais malheureusement il y en a eu plein, des comme ça. C'est vrai que c'était fou ce déplacement. J'ai un souvenir du président Fontes à l'aéroport de Dublin qui nous attendait, avec une banderole d'ailleurs. Et qui sont venus nous l'amener à O'Connell Street, et il nous l'a donné, il nous a dit voilà, on vous la prête, il faut l'amener jusqu'au stade, et après au stade vous nous la rendez. Et moi, l'anecdote, c'est qu'on était arrivé de Beauvais, parce qu'on s'était organisé par nos propres moyens, et il nous disait, il y a même des gens qui viennent de Beauvais, alors après, il avait expliqué le pourquoi du comment, mais c'était sympathique. Et on l'avait refait en 2013 pour la finale. Oui, on l'avait refait, oui. J'y étais là en 2013. Mais sauf que c'était pas au même stade, du coup. Et non, c'était à la Viva. Non, c'était à la Viva, C'était à la Viva, la finale, ouais. Donc, oui, parce que l'autre c'était Croke Park. C'était un Croke Park, et là c'était un stade champêtre, on va dire, parce que bon... Que je connais bien, Croke Park. Merci Thierry pour ce petit retour. Vincent, dis-moi toi. Moi, dans les anecdotes de vestiaire, j'ai bien sûr le souvenir, tu sais, des préparations pour les avants dans les douches. Oui. Et ce week-end-là, notre capitaine, c'était Nicolas Billard, un ami et qui était rugueux. Et c'était avec quelle équipe là? C'était à l'époque avec Vichy, enseignant à Vichy, et pour faire cette préparation, je crois, à Villeurbanne, je crois, si je dis pas de bêtises, nous tous dans les vestiaires, et on sentait qu'il avait un peu de tension, bien sûr, évidemment, et puis en bougeant, un de nos trois quarts fait déclencher les douches. Bien sûr, se met à éclater de rire. Impeccable. Il n'a pas eu le temps de finir de rire qu'il y avait une petite calotte à l'ancienne qui est arrivée. Du coup, tout le monde a eu envie de rire. Bref, la préparation un peu virile, c'est fini en glissant le long des murs. Et c'est un bon souvenir. C'était une prépa humide. Humide, ouais. Puis bon, pas forcément efficace d'ailleurs. Ça n'était pas toujours dans ces cas-là. Je pense que tu as connu la famille Billard, parce qu'ils étaient très présents, les parents très présents sur les bords de touche.
Donc, à l'époque du Bednarek, tu as dû te faire engueuler par madame ou monsieur Billard. Ah, certainement. Sur un Montferrand-Vichy. Les Montferrand-Vichy, Vichy-Montferrand. Ouais, elle encourageait surtout. Elle avait de la voix, madame Billard. Et ben, je vous remercie pour ce retour. On va basculer maintenant sur l'Access Match, ce match de tous les records. Enfin, on va dire pas de points en tout cas, mais à l'ancienne. Mais à l'ancienne, pour c'était le combien, Jean-Luc, 118e derby, c'est ça, ou 113e? C'est ce que je t'ai écrit, oui, c'est ça. C'était le 113e derby. 113e. Sachant que Jean-Luc, il en a vu 111. Non, mais par contre, alors, ce match, c'était fou parce qu'il y a une intensité dingue et impossible de marquer les essais, impossible d'enquiller les points. Enfin, c'était dingue. À croire même qu'il ne voulait pas les marquer. Parce que quand on voit qu'à la fin, il ne tente pas ce drop sur le poteau Bayonne. C'est Bayonne qui va le perdre. Franchement, ils n'ont rien fait pour le gagner. Il y a un garçon qu'on connaît bien, puisqu'il sort de Romans-sur-Isère, c'est Gaëtan Germain. Quand on a un Gaëtan Germain dans son équipe, que l'on n'aille pas tenter les pénalités, même s'il en avait loupé une, je ne comprends pas. Surtout que le coach fait signe de prendre les 3 points. Donc effectivement... Ouais, mais après, en même temps, Biarritz-Bayonne, tu te rends bien compte qu'ils ont du mal pour compter, parce que j'ai l'impression que la jauge, dans les spectateurs, ils ne savaient pas compter non plus. Donc, au niveau des points, tu sens que c'est compliqué. Bon, bref. Ouais, ça, c'est vrai que ça va faire parler, mais c'est bon. Moi, j'espère que ça restera anecdotique quand même et qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais bon, j'ai bien peur que si, quand même, hein, qu'il y ait des sanctions qui tombent. Pour les sanctions pour l'exemple, quoi. Après, non, mais, attends, pourquoi dans d'autres stades ça s'est bien passé? Pourquoi c'est ça. Bon, en fait, on ne peut pas excuser. C'est qu'il y a un règlement, il y a des règles. Si dans ce pays, parce qu'on est en Pays Basque, tout le monde bafoue les règles, c'est pas la peine. C'est un peu comme en Corse, quoi. J'allais dire, nous ici, on respecte la vérité. Et regarde, quand le Sporting... C'est vrai que sur les Sporting est monté, mettre tout le monde dans le même côté du stade, c'est idiot. C'est complètement idiot aussi. Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est surtout que ça a été respecté à Bordeaux, ça a été respecté au Racing. Je veux dire, pourquoi bon là, c'est vrai qu'ils ont un peu craqué. Vous savez pourquoi ils font rien? Ça c'est venu un peu mettre de l'eau au moulin aussi, quoi. Hein, donc, mais vous savez pourquoi ils feront rien? Ils ont donné, honnêtement. Ils ont donné une dérogue à Roland Garros et ils ont l'air cons avec cette dérogation qu'ils ont donnée. Et à mon avis, les clubs appuieront là-dessus s'il y a des risques de sanctions. La dérogation de Roland Garros n'a rien à voir avec ça. Si, parce qu'à un moment donné, Jean-Luc, quand tu déroges à une règle, pourquoi tu te déroges à une règle et pas une autre? Ce n'est pas sur une jauge publique. Roland Garros, c'est sur un allongement du temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter à 23, on arrête à 24. Ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, de toute façon, je suis pas d'accord. C'est clair que, à mon avis, ça sera amoindri, j'espère, parce que ça sert à rien non plus de prendre des sanctions énormes. Voilà. Après, c'est sûr qu'il aurait fallu, pour retenir les mecs qui venaient de gagner, sur un derby, je pense qu'il aurait fallu la garde républicaine pour arrêter les mecs, pour les empêcher de descendre, je pense. Il faut arrêter le cinéma, c'est tout. Ouais, c'est un peu exagéré aussi. Ouais. Dans les deux sens, de toute façon, c'est exagéré. De toute façon, toute la saison, tu dis le cinéma, toute la saison, il y a eu du cinéma à Biarritz. Hein. Non, mais on est d'accord. Oui, je pense que ce que je voulais dire, le président, il fait le show, lui, celui-là. Non, mais ce que je voulais dire, Jean-Luc, c'était que par rapport à Roland Garros, ça veut dire, je parlais pas, bien sûr que c'est pas la même chose. On autorise au-delà de 22h, 23h, 21h, c'était, je sais plus. Bref, mais du moment où tu déroges à une règle et tu donnes une dérogation dans le cadre du Covid, une dérogation pour l'un, pour une chose, je vois pas pourquoi tu pourrais pas donner une dérogation pour l'autre. Enfin, à un moment donné, et de ce point de vue-là, je pense que du coup, il y aura rien. C'est-à-dire que le problème, je crois qu'ils ont, il y a eu des soucis il n'y a pas eu que la jauge en plus, il y a eu. Il n'y avait pas de masque, le pass sanitaire, ils n'ont pas contrôlé non plus. Après, ça a été un peu défendu par le président. Moi, j'ai écouté l'interview du président. C'est vrai qu'il a démonté un peu point par point les choses, soi-disant qu'ils avaient fait les choses à peu près. Mais bon, tout le monde sait qu'ils sont allés au-delà.
Et après, ils vont se débrouiller entre eux et puis ils verront s'ils payent la note ou pas. Bon, on va parler de choses plus positives. Ce qui est dommage sur cette affaire, c'est une fois de plus, moi je suis très content pour Nicolas Nadeau qu'il ait amené cette équipe de Biarritz en top 14, même si après il part à l'aventure avec Grenoble. On a vu que Stéphane Hermitage, on parlait tout à l'heure des matchs de Coupe d'Europe contre Toulon, ça reste un grand monsieur. Ah oui, on l'a vu encore. Pour aller mettre ce coup de pied et qualifier le club. Oui, puis même gratter les ballons. Après, toute la saison. J'aime le Pays Basque, mais une fois de plus, on tombe sur la problématique. Est-ce qu'il y a besoin de 2 clubs à 15 km? Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de s'entendre? Parce que je pense que l'Aviron avait complètement structuré la structure économique du club, donc ça va tout s'effondrer, et que Bayonne et que Biarritz, par rapport à tout ce qu'on a entendu sur la saison, n'a pas les moyens de structurer économiquement comme Taïeb a structuré l'Aviron bayonnais. C'est un cercle vicieux parce qu'on risque de se retrouver les prochaines avec le même barrage, mais avec les rôles inversés, c'est-à-dire un Biarritz barragiste et un Bayonne qui voudra monter. Je m'excuse les enfants, je vais vous couper parce qu'on veut parler des filles quand même. Donc, les Biarros, ils sont mignons, mais on s'en fout. Le BO fera comme du sable. Voilà, peut-être. C'est possible. Il y a des chances. Mais bon, on ne sait pas. On sait pas parce qu'ils vont peut-être retrouver de l'embellie aussi. Comme à Jeun cette année, Parce que nos filles, elles ont gagné. Hein, et puis contre toute attente d'ailleurs, parce que si on regarde un peu les stats avant le match, Vincent, on allait un peu à l'abattoir quand même. En tout cas, le palmarès, pour si nous on regardait que le palmarès. Ouais, tout à fait, pour nous qui arrivions Mais c'était à ce niveau-là. Sans compter sur le cœur des filles, là, parce qu'elles nous ont montré comment ça se passait en fait. Ouais, tu as utilisé le bon mot sur le cœur des filles, parce que c'est ça qui nous porte depuis le début de la saison. Et avec une saison compliquée aussi, même si on a eu la chance de pouvoir continuer à jouer, à pouvoir s'entraîner. On arrivait face au monument, on peut trouver tous les termes possibles. Triple championne en titre, c'est ça. Triple championne en titre, c'est ça, et je crois même 6 fois sur les 7 dernières saisons, je crois. Donc oui, avec beaucoup d'international. Et puis une première fois pour nous aussi d'arriver à ce niveau-là, donc... Vraiment, elles ont été impressionnantes de sang-froid, de maîtrise, de solidarité, parce qu'il en a fallu. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les 10 dernières minutes ont été vraiment, vraiment, vraiment dures. Parce qu'il nous restait plus beaucoup d'essence dans le moteur, parce qu'on avait beaucoup donné, parce qu'il faisait quand même 33 ou 35 degrés, je pense, et qu'il y a eu de l'intensité dans ce match. Et voilà. Il y a plusieurs faits marquants pendant ce match, parce que c'est vrai que ce match débute comme un vrai match de phase finale, tendu, serré, les buteurs enquis, chacune de leur côté, 6 partout, et puis vient cet essai déjà qui est magnifique là, de Salomé Perrodin qui marque en coin là, sur une super action. Ouais, tout à fait. Ouais. Sur un retour dans le fermé, une belle action menée au départ par nos 2 Italiennes, un franchissement de Francesca Sgorbini, notre 3e ligne, et qui finit en tombant pour livrer le ballon à Salomé Perrodin, qui finit le coup et qui du coup nous permet de faire l'écart à la mi-temps. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'on a senti à la mi-temps qu'il y a eu un effet psychologique et que les filles se sont dit mais on peut le faire. Ça y est, on peut le faire quoi. Donc, il restait encore du chemin, mais c'était génial comme sensation de se dire on valide ça et puis allez, il nous reste 40 minutes pour réussir à le faire quoi. Puis surtout que ça se passe très bien parce qu'en deuxième mi-temps. Caroline Thomas fait le break et marque un essai d'avant, on va dire, un vrai. Hein sur un ballon porté, cette année on a réussi à avoir marquer pas mal de points comme les garçons sur les ballons portés. Et cet essai marqué par Caroline et là qui nous donne vraiment un écart quoi. Et donc on s'attendait pas à avoir et Caroline, on a plus l'habitude de voir comme titulaire parce que c'est quand même une pensionnaire de l'équipe de France. Tout ça. Donc c'était quoi? C'était un choix tactique? C'était pour finir plus fort? Ou c'est qu'elle revenait un peu de blessure, je crois, depuis quelques matchs? Alors elle était revenue déjà précédemment, ouais, tout à fait. Après, on a aussi un groupe, donc du coup, c'est aussi
la loi, on va dire, de la compétitivité. Ouais. Et mon choix s'est porté sur Mathilde Lazarco, qui nous fait une super saison et qui nous apporte beaucoup de garanties. Et puis l'objectif pour nous, c'est d'avoir à chaque fois des filles qui vont nous apporter. Et donc on sait très bien qu'avec Caroline, c'est le cas lorsqu'elle rentre. Donc ça a plutôt payé sur la stratégie. Bon choix donc tactique, du coup. on est plutôt satisfait. On voit que tous les... Pardon, je te coupe, excuse-moi Jean-Luc, que tous les félicitent bien sûr les filles parce que on voit qu'elles sont suivies quand même sur la région. Il se passe vraiment quelque chose. Ouais, tout à fait, on l'a senti. Jean-Luc, je t'ai coupé, excuse-moi. Il y a un beau compliment sur le middle de cette semaine, puisque on dit qu'on a retrouvé le monstre à 16 pattes en disant que le pack devant avait fait un super match. Quand on se souvient du monstre à 16 pattes qui avait monté Michel Rangeval. Mais c'était plutôt les années 70-80. Ça veut dire que devant, vous avez impressionné les experts, quoi. Ouais, si tu veux, on avait à cœur, notamment en mêlée, de pouvoir être un peu plus dominant. On a beaucoup travaillé, les filles ont beaucoup travaillé, notamment cette année. Et puis, on a eu un recrutement. Le Covid, le premier épisode de Covid nous a permis avec Fabrice de travailler sur le recrutement. Et ces choix nous ont vraiment permis de passer un cap. Et on sait que pour passer sur ce niveau-là, il faut être conquérant en mêlée. Ça a été le cas. Montpellier, c'était la première ligne, c'est des internationales aussi. Donc il y avait un sacré challenge à relever. On a tenu le coup, comme on le pensait. Et du coup, le fait aussi d'avoir du monde aussi sur le banc nous permet de le tenir sur la longueur. Et ça a été dur jusqu'au bout. Mais c'est une belle référence. Mais après, on essaye quand même de les porter un peu plus par le jeu aussi que par les ballons portés. Mais ça fait partie du jeu. Et c'est important aussi d'être dominateur dans ce secteur. Tes filles s'entraînent combien de fois tous les jours ou Alors, c'est à chaque fois les gens sont surpris. En fait, les filles s'entraînent tous les jours et même parfois 2 fois par jour. On les entraîne 3 fois par semaine sur le terrain, 2 fois par semaine en préparation physique. Et après, certaines sont étudiantes ou Fabrice leur propose même des séquences supplémentaires, donc entre midi et 2. Notre préparateur physique, Rémi, aussi s'adapte aussi, puisque il y a des filles qui travaillent, il y a des filles qui sont étudiantes, donc en fonction des créneaux, de pouvoir leur proposer des choses adaptées. Et donc voilà pourquoi on en est super fiers aussi d'atteindre cette finale, parce que c'est vraiment, quand on parle de se récompenser, et c'est le discours qu'on leur tient depuis quelques temps, là elles ont été chercher leur récompense, quoi. Au site d'entraînement, donc vous avez le stade de Romagna, et après tout ce qui est muscu et autres, c'est sur Romagna aussi ou Non, dans le cadre du partenariat justement de l'ASM Romagna, on bénéficie des structures, que ce soit sur le plan médical, de la préparation physique, de la Gautière et donc de l'ASM Omnisport. Voilà. Sinon, toutes les séquences d'entraînement se passent au stade Michel Brun, Romagna. Mais de toute façon, vous avez écrasé la saison régulière. Vous avez 12 victoires sur 13, il me semble, non ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, vous avez en fait, c'est l'accomplissement un peu de la saison, non ? Enfin, d'arriver jusque-là, puisque en saison régulière, vous avez mangé tout le monde. Alors, si je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts par les filles, puisque l'accomplissement, ça serait d'aller passer au bout. La dernière étape, évidemment. En tout cas, c'est valider le travail, c'est vraiment passer un cap sur tout ce qu'on a mis en place avec tout le club, avec tout le staff, les dirigeants qui nous poussent et qui nous donnent beaucoup de moyens pour pouvoir mettre ça en place. Donc, c'est un accomplissement, mais quand on arrive là pour aller à la finale, l'accomplissement, il va falloir le gagner au bout des 80 minutes. On peut se dire aussi que le cap a été franchi grâce à peut-être un recrutement judicieux de certaines joueuses, et puis qui a amené cette profondeur de banc qui pouvait peut-être manquer contre les grosses cylindrées. Après, il faut quand même pas tout mettre sur le dos du recrutement. Après, c'est un club qui forme et qui est formateur. Et je regardais encore tout à l'heure, sur les 23 filles qui démarrent la demi-finale, 14 sont issues de la formation.
pour pouvoir évoluer à ce niveau-là. Elles ont passé par beaucoup d'étapes et des moments où ça a été un petit peu plus dur. Et puis maintenant, voilà, elles se sont habituées à ce niveau-là et elles n'ont jamais lâché le travail. Et c'est des valeurs qu'on porte avec Fabrice sur le travail. Et la vérité, c'est que là, elles se sont récompensées. Alors on a eu Sam Cherouk sur ce plateau et qui nous disait que c'était un pur bonheur de bosser avec les filles, lui qui a bossé avec des gars. Il disait de par cette capacité de travail et d'écoute, enfin, qu'il y avait une différence à ce niveau-là, que les filles étaient vraiment au-dessus pour ça des gars, quoi. C'est le même rugby, mais par contre, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'investissement. On se retrouve même des fois à leur dire stop, ça va, il y en a assez là. Ouais. Elles sont toujours dans la demande et très exigeantes. Oui, pour vous, ça doit être aussi à double sens, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez propre sur vous. Ouais, exactement. Pour avoir fait moi beaucoup dans la formation aussi, avoir fait aussi des équipes de jeunes, bon, parfois le garçon, il va attendre de savoir surtout si tu vas le mettre titulaire sur la feuille de match, et puis bon, ce que dit l'entraîneur, ça passe un peu en secondaire. Ouais. Les filles, elles écoutent, elles reviennent, elles te disent pourquoi, comment ça se fait, on peut expliquer, on peut refaire. Donc finalement, je trouve que c'est hyper intéressant pour l'entraîneur aussi d'être toujours dans la recherche et d'être dans la remise en question. Donc c'est vraiment hyper enrichissant. Donc il y avait une question là, de Gérard Voris sur le fait que vous allez jouer contre Blagnac et à Blagnac. Ouais. Donc je vais répondre à ça. Donc il n'y a pas de malhonnêteté là-dedans. C'est simplement en fait un appel d'offres de la fédération. Il y a déjà quelques temps qui a demandé en fait à des stades, il y a des équipes donc de vouloir recevoir et les demi-finales puis la finale. Donc de toute façon, quelles que soient les équipes, la finale aurait eu lieu à Blagnac. Donc c'est ce qui explique qu'on a été joué nous à Ernest Vallon et que l'autre demi-finale Blagnac-Toulouse avait lieu au stade Saint-Germain à Bordeaux. Donc finale contre Blagnac à Blagnac, dimanche donc 17h30, voilà, avec une retransmission sur France 4. Donc pour ceux qui ne pourront pas se déplacer à Blagnac, qui n'auront pas le sésame, eh ben on aura la chance de pouvoir vous suivre sur la chaîne publique. Donc, il y a un déplacement de supporters, il y en avait déjà eu un la semaine dernière. Oui, tout à fait, et ça a été génial d'ailleurs, parce qu'on avait l'impression d'être un peu chez nous, à Ernest Vallon. Ils ont vraiment mis l'ambiance et on a partagé un super moment en fin de match. C'était vraiment super. Et là, oui, il y a encore un protocole particulier, bien sûr, dû au Covid, pour pouvoir... Ça s'organise là, oui. Mais ça s'organise, oui. Notre présidente a beaucoup de boulot là pour d'une semaine à l'autre pour pouvoir mettre tout ça en place, mais on va tout faire pour qu'il y ait du monde pour nous supporter, parce que je pense que du côté de Blagnac il y aura du monde aussi, et donc voilà, on en aura bien besoin. Et donc Blagnac, ça se présente comment comme équipe? Il y a quelques internationales aussi encore, je suppose, ou pas Oui, il y a quelle configuration? Il y a quelques internationales, c'est une très belle équipe. On va dire que on est un petit peu porté par les mêmes envies, les mêmes ambitions au niveau du jeu. Après, elles sont très très costauds aussi sur la conquête. Pilier droit en équipe de France, deuxième ligne, Audrey Forlani, X sélection. Beaucoup de joueuses avec du talent. Eux aussi, ils sont beaucoup portés sur la formation. C'est des filles du cru. Donc... un beau petit match en perspective. Après une finale, c'est 50-50. Oui, comme on dit toujours, c'est 50-50. Et puis est-ce que le jeu sera au rendez-vous dans ces moments-là? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut gagner. L'important, c'est le plan de shot. Notre Jessie mondiale a le mental pour y aller. Elle va emmener le groupe. Ouais, tout à fait. Franchement, c'est là le week-end dernier, elle a vraiment apporté beaucoup à l'équipe. Apporter beaucoup à l'équipe dans une super attitude, enfin fidèle à elle-même, quoi. Très simple, avec des valeurs qui nous correspondent. Et donc la semaine dernière, elle nous a vraiment, le week-end dernier, elle nous a vraiment apporté et vraiment rassuré, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes et donc qui suivent un petit peu ce wagon-là et dans l'aventure, et du coup c'est vraiment une satisfaction, qu'il y ait cette alchimie entre les plus anciennes et ces petites jeunes qui découvrent tout ça. On croise les doigts pour toi alors. Et ton groupe. C'est gentil. Et puis on espère voir le bouclier sur le plateau, du coup. Ça sera avec plaisir.
Merci à vous en tout cas. En tout cas, merci pour ce retour. On va, avant de conclure l'émission avec un petit focus sur Thierry et la Yellow Army, passer par une autre de nos rubriques qu'on aime bien, c'est les photos souvenirs. Donc nous avons plusieurs photos et donc certaines concernent Vincent et d'autres plus Thierry, on va dire, et la Yellow Army. Donc Ghislaine, tu fais comme tu veux, c'est dans l'ordre que tu veux. Donc voilà la photo, c'est un beau souvenir, je pense, Thierry. Oui, ça reste toujours un souvenir, ça, quand on voit ce monde sur la place de Jaude. Voilà, toujours, parce que ça, on l'a vu plusieurs fois. On a réussi même à la faire trembler, donc c'était quand même un événement. Non, la dernière fois, en 2017, j'avais eu la chance d'être sur le podium, justement, et quand on voit ce monde qui allait jusqu'au bout, franchement, ça, c'est impressionnant. Ouais. C'est là qu'on dit que, clairement, il y a quand même un public rugby, quoi. Je pense qu'il y a eu 2 titres, mais celui de 2010... 2010, oui. Mais même 2017, il y avait... non, mais 2010, c'était encore pire. C'était le premier, c'est là que ça a tremblé, quoi, forcément. Forcément. Et le retour du bouclier le lendemain était fou, quoi. Ça donnait lieu... oui, parce que il y a le cortège, pour qu'ils arrivent jusqu'au stade, déjà, ça a mis 2h30, je crois. Tout le monde attendait. Ils n'avaient pas pu arriver à la gare de Clermont. Oui, déjà, ils étaient à la Jarza. C'était dingue. Il fallait s'y attendre, ça fait 100 ans qu'on attendait. Il fallait s'attendre que ça soit... C'est clair. Donc c'est des grands souvenirs, ça. Oui. Et pour toi, ça restera justement un des plus grands souvenirs, celle de 2010. Oui, parce que tellement attendu. Tous les supporters, comme je disais, moi, on avait tous des parents ou des grands-parents qui n'avaient pas eu la chance de le voir, quoi. Moi, c'était ma première pensée que dans le stade, là, quand ils ont enfin gagné. Ça y est, moi j'ai eu la chance de le voir, quoi, voilà. Il y en a tellement avant nous qui l'ont pas vu, quoi. On s'était pris les pieds dans le tapis l'année d'avant, déjà contre Perpignan. 2007, 2008, 2009, on l'a fait 4 fois de suite, quoi. Et je compte pas tout celle d'avant, donc il y en a un paquet. Donc, oui, 36, c'est sûr que 37. Même dans l'ère moderne, à partir de 94, on en a. Celle de 94 déjà. Une folie quand même. Parce que c'était un retour, ça faisait tellement longtemps que. Et puis le Parc des Princes, c'était tellement. C'était au Parc des Princes. C'était quelque chose. C'était top. C'était magique. Et celui-là, on se rappelle du match. Moi, je me rappelle plein d'actions de ce match. Merci Thierry. Ghislaine, si tu peux envoyer les photos suivantes. Voilà. Alors là, je pense que c'est à toi, Vincent. Là, hein. Ah oui. Alors, où es-tu là? On ne te voit pas. Moi, je te vois pas. C'est parce que je dois avoir un tout petit peu plus de cheveux, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Je suis juste ici, en fait. Voilà. Remonté comme un cabourg. Ouais, tu sais, avec les visages très sérieux de l'époque. Hein. Pourtant, on avait une super bande. Et vous reconnaissez Jean-Luc en bas. Et c'est mes premières années à Vichy. Un beau poussin, Jean-Luc. Hein. Ouais. Avec Jackie Leterre, voilà, et Thibaut Bigouri. Moi, je débarquais un petit peu de Périgueux. J'avais très très peu de rugby. Et puis, je suis arrivé dans cette équipe avec des amis avec qui on a toujours des liens. Vincent Leplat. Voilà, exactement. Et puis avec notre gourou, notre Jackie Leterre, qui a été un peu mon deuxième papa un petit peu tout le long, qui m'a bien suivi, qui m'a permis d'évoluer sur plein de domaines. Et voilà, et Jean-Luc qui était là aussi, avec son fiston, avec qui on a fait de belles années. On n'était pas une équipe extraordinaire, mais c'était les super années. Une équipe de copains, c'était des super années. Puis là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une photo comme ça, tu vas pouvoir te faire chambrer copieusement par les filles rapidement. Oui, ne t'inquiète pas pour ça. Ça va faire le tour du bus. On a une autre. Ouais. Eh oui, là, c'est... je reconnais un grand derrière, là. Oui, là, tu vois, c'est les années en senior. C'est senior, là. Voilà, avec beaucoup d'amis aussi. On a notre chroniqueur, Anthony. Avec la chance, d'avoir joué et été entraîné par Eric. Ce qui est bien, c'est que là, on a des exemples à la fois de rugby pro. Eric Nicole qui a su redonner ensuite au rugby amateur. Ouais. Et puis des figures du rugby amateur local, Anthony Crochet notamment, par exemple. Ouais, exactement. Qui sont des joueurs
emblématique, on va dire. Hein. Ah ouais, on a eu la chance de voir certains sacrés joueurs. Moi, j'étais encore tout jeune, mais c'était des joueurs que je regardais à la télé. Eric en faisait partie, Marc Pradier en faisait partie. On reconnaît David Proulière aussi, fidèle auditeur de Recarverne. Ah, tout à fait. Et puis des amis, des jeunes aussi du club qui sont montés en senior, qui ont vécu ça, Luc, Mathieu. Des super souvenirs. Beaux souvenirs, ouais. Bon, merci à Jackie qui nous a fait parvenir ces photos. Ouais. Jackie, Merci. De toute façon, je pense que lui, c'est une mine d'or, la question souvenir. C'est clair. Eh bien, écoutez, on va rapidement terminer avec Thierry, qui va un peu plus nous expliquer ce rôle de boss des supporters et la relation qui en découle forcément avec la direction du club. Donc toi, comment ça se passe avec la direction? Quelles sont les relations? Est-ce que vous voyez souvent Disons que quand on a créé l'Interclub, justement, c'était pour qu'il y ait ce lien entre le club et les supporters. Donc déjà, on avait créé pour pas que chaque club aille chacun son tour faire des doléances. Donc c'était René Fontes qui voulait qu'il y ait une personne référente. Et comme René Fontes n'était pas toujours sur Clermont, c'était Jacques Pinault qui était un peu à la manœuvre. Donc régulièrement avec Jacques, on se rencontrait pour parler des problèmes qu'il pouvait y avoir, hein, que c'était des déplacements, des problèmes dans le stade, des abonnements, tout ça. On a eu régulièrement. Donc nous, l'Interclub, on fait une réunion par mois de tous les présidents de club, c'est le CA de l'Interclub, et tout le temps, il y a des référents de l'ASM, que ce soit suivant les sujets qu'on va aborder, c'est le responsable de la billetterie, c'est le directeur financier, c'est le président. Et je veux dire que oui, on peut se vanter, nous, à Clermont, d'avoir des bonnes relations entre les supporters et le club. Et je veux dire que pour moi, c'était primordial, parce que je veux dire, si on était là pour faire la guerre contre le club, on n'y arrive pas en faisant la guerre. Bien sûr. Donc il fallait faire du dialogue, et c'est ce qu'on a voulu créer, et l'ASM était dans ce truc-là aussi, donc je veux dire, et quand on en discute, nous, avec les autres clubs de supporters, de clubs du top 14, ils n'ont pas ces dialogues qu'on peut avoir avec leur club, et ils le regrettent bien souvent. On voit bien souvent que même des fois c'est assez tendu. Je ne vais pas citer de nom de club, mais il y a des clubs où c'est très 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 tendu. Même. Et l'Interclub, ça représente plusieurs l'Interclub, les clubs de quand on l'avait créé, on était à 10 clubs. Maintenant, on est à 18. Et on a la particularité d'avoir en plus des clubs à l'extérieur de la région, quoi. Parce qu'au départ, c'était que des clubs, on va dire, de la région. Mais depuis, on en a un à Paris qui est maintenant bien connu, les Arvernes de Lutèce. Hein. Après, on en a un à Bordeaux dont on a bien parlé cette semaine, hein, c'est les Bordeaux-Auvergnats. Après, on en a un à Toulon, c'était quand même pas mal d'avoir un club à Toulon, c'est les Auvergnats du Var. On en a un à Perpignan, la Peña jaune et bleu. On en a un à Lyon, les Jaunes alpins. Et on a aussi des clubs qui sont en train de se créer à Vannes, on en a un qui est en train de se créer, et un à Londres. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'ASM, quand même, a des retombées un peu dans toute la France, déjà, Londres, ça c'est sûr. avec notre ami Crapard, non? Oui, c'est ça, hein, c'est ça, bien sûr. c'est lui. Ouais. Donc voilà. Dialogue en anglais sur les réseaux sociaux. Oui, en anglais. C'est super. Donc les relations avec le club, oui, elles sont importantes et elles sont, on va dire, influentes à notre petit niveau. Hein. Oui. Ouais. On ne parle jamais, par contre, de jeux ou de choses comme ça. Nous, on est là pour parler de supporters. Oui. Et donc, on peut dire qu'on a apporté des petites choses quand même, heureusement. Et je vois notamment, par exemple, la bodega qui est sous la tribune Auvergne, qui était avant, c'était un truc en courant d'air. Et un jour, régulièrement, quand je rencontrais Éric de Cromière, on faisait le tour du stade, on discutait et tout. Et c'était un jour où il y avait des courants d'air en plus avant. Je lui ai dit, écoute Éric, t'arriverais à boire une bière là, comme ça, dans ce vent? Il dit, non, c'est pas possible. Et bien il dit, on va faire quelque chose. Et 2 mois après, il m'appelle, il me dit, regarde, viens voir les plans et tout. On va essayer de fermer des bâches comme ça. Je dis, voilà, ça c'est des choses qui sont... Voilà, c'est des choses c'est une réelle évolution. Voilà. Les gens restent au stade grâce à ça aussi. Oui, c'est important. Ils viennent avant et restent. Et après, surtout les dossiers qu'il peut y avoir, comme la création du musée. Donc moi, j'ai fait partie du groupe de travail longtemps à l'avance pour travailler. On a travaillé avec eux, quoi. Ils travaillent avec nous, voilà, c'est ça. Donc voilà, on ne fait pas ça pour rien. Après, on n'arrive pas à tout, malheureusement. Hein. On travaille aussi sur les tarifs des abonnements, et ça, c'est pas facile, comme je le disais tout à l'heure. Et ils ont des bonnes raisons de nous dire, voilà, mais au moins, ils nous expliquent. Voilà, ils disent, voilà, Thierry, on voudrait bien, mais si on fait ça, on peut pas. Voilà, donc, voilà, non, mais c'est tout dans le dialogue, et je veux dire que c'est une bonne chose. Voilà. Il y a eu une enquête en cours de saison. Tu as des retours. Oui. Là, ils m'ont présenté les résultats, là, ouais.
Et justement, Quelles il y a sont il y a des perspectives. Oui, il y a pas mal de choses qui vont, mais qui ne sont pas encore finalisées. Enfin, c'est en cours. Ils ont pas mal de réunions et il y a du débat dessus. Mais il y a des choses importantes qui ont été remontées par ces questionnaires. Ouais. Et donc, voilà, qui sont en train de travailler dessus. Et j'espère que voilà. J'ai l'impression que le nouveau président, il a une approche particulière du supporter. Enfin, il a compris qu'il fallait déjà, et c'est ce qui est remonté énormément sur le questionnaire, c'est que les joueurs soient un peu plus proches, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a senti que maintenant, pour ceux qui ont connu les joueurs d'avant, on connaissait les joueurs. Tandis que maintenant, on les voit, quoi. On les connaît plus. Et c'est vrai que Jean-Michel Guillon, qui était un supporter avant d'être président, hein, donc il le dit, et c'est vrai. Et il reconnaît ça et il va tout faire pour que... Et il nous l'avait annoncé en début de saison. Et malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas pu se mettre en place. Mais ça va se mettre en place cette année. Les joueurs seront plus présents aux proches des supporters. Et là, je pense que tu vas avoir un rôle important à jouer à ce niveau-là, parce que nous, pour en avoir discuté avec pas mal de joueurs, justement, de cette relation avec le supporter, qui a été biaisé par le rugby professionnel un peu, c'est d'arriver à ce que les joueurs puissent se mélanger aux supporters et qu'il y ait un respect du joueur. Voilà. C'est ça, parce que c'est pour ça que les joueurs aussi moi, je reconnais, ont coupé des choses des fois, je dis les pauvres, ils doivent en avoir... Donc c'est une communication qu'il va falloir avoir dans ce sens-là, même si vous ne pourrez pas non, mais on peut pas rééduquer les gens. Ça. Malheureusement, c'est de l'éducation. Mais c'est vrai que... Mais on a donc du nouveau à attendre alors. Oui, il y a du nouveau à attendre, qui va se mettre en place. C'est important aussi, parce qu'on sent qu'il faut redonner un souffle un peu... Mais Jean-Michel Guillon est vraiment là-dessus, donc voilà. D'ailleurs, à Bordeaux, il est venu saluer les supporters. Oui, j'ai vu avec les photos. Lorsque le bus a déposé les joueurs. Et quand on parle de gestes de joueurs, mon petit-fils en a bénéficié, mais il y a 3 joueurs qui, à la fin du match, se sont approchés des supporters et qui ont jeté leurs chaussures. Donc c'est Betham, puisqu'il partait, il y a Fritz Lee et il y a Nana Williams. À la maison, et Nana Williams ne les a pas jetés, lui il avait remarqué qu'il y avait 2 enfants, donc mon petit-fils et un autre, et il a montré, il a dit au public, ne bougez pas, de toute façon les chaussures elles sont pour les dominos. De toute façon, j'ai trouvé que c'était un geste un peu sympathique. Il faut qu'on arrive à revoir ces choses-là, cette relation en fait qu'on a. Après, on n'arrivera pas à ce qu'on a connu avant, bien sûr, où les joueurs étaient en troisième mi-temps avec les supporters. Bon, ça, bien sûr, ça paraît compliqué. Un drop club. Moi j'ai connu le drop aussi. Mais bon, un peu plus d'échanges, c'est sûr que ça fera du bien à tout le monde. Non, mais voilà, c'est sûr. Y compris Vincent, il y a un club de supporters à Romagna, ça se structure un peu pour les filles. Il n'y a pas de club de supporters, mais il y a un public qui vient fidèle. Très régulièrement, fidèle exactement. Et là, en plus, tu sais, ces derniers temps, il n'y avait pas de possibilité de... Donc, les supporters avaient sur la butte anticipé tout ça, et donc c'était mis sur la butte, et de match en match, il y avait de plus en plus de monde, et c'était super. C'était super, ils sont super bien adaptés. C'est bien. Mais nous, il y a un groupe de supporters qui est en train de se monter aussi, qui s'appelle les Jaunes Auvergnates, et qui veulent justement travailler aussi côté filles. Avec grand plaisir. Ça y est, c'est en train de se mettre en place. Donc, j'espère que il y aura que ça va pas se chevaucher, qu'on aura l'intelligence de pas jouer les mêmes jours que les filles pour que les gens puissent aller voir les 2 matchs comme ça. Il y a Aurélie Post-Café qui nous rappelle, il y a 2 ans maintenant, quand on a gagné le challenge européen et le partage au Michelin, c'est ça qu'elle doit vouloir dire. Il y a eu, quand ils ont ramené la Coupe de... mais là aussi, c'est vrai que... Le trophée, les différents trophées ont fait le tour, on a vu avec... mais c'est obligé d'être organisé, maintenant d'être carré, le bouclier, le challenge, c'est vrai qu'on a tous un peu eu la chance de le toucher dans de plus ou moins bonnes conditions. Bon, il y a des privilégiés, bien sûr, mais le jeu en vaut la chandelle, quand même, des fois. Parce qu'il y a beaucoup de boulot, mais tu as pu être au bon endroit, quand même. Oui, j'ai pu en bénéficier. Passe combien de temps? Cette année, beaucoup moins. Cette année, beaucoup moins. Non, mais bon, ça fait les périodes. Les gros matchs de Coupe d'Europe, c'est du boulot, parce que organiser les avions, j'avais parlé du quart de finale, mais le plus gros déplacement, c'était la finale à Dublin, où on fait 20 avions quand même. Pour une association comme la nôtre, c'était vraiment... Bon, ça c'était un gros bazar, mais enfin tout le monde a vu le match et on a ramené tout le monde. C'est un budget de combien? Dublin, 2 millions d'euros. On avait
Donc pour une association sur la 1901, on était un peu hors les clous. Bon, je précise qu'on a perdu la loutre au passage. Ouais, vous avez compris, là, il a eu un petit souci technique, là, donc il n'est pas tombé dans la mer à Calvi. Vous inquiétez pas pour lui. Non, autrement, le budget, nous, ça varie d'une année à l'autre, quoi. C'est suivant le nombre de déplacements qu'il y a dans une année, quoi. Voilà. Ça peut aller de pas mal à beaucoup moins cette année. Donc, voilà, c'est vrai. Parce que moi, pour avoir vécu pas mal de déplacements dans le cadre professionnel avec des clients, c'est vrai que c'est quand même exceptionnel ces déplacements en Coupe d'Europe, découvrir d'autres villes et d'autres stades dans ce cadre-là, c'est génial. C'est mal Coupe d'Europe, il y a toujours une ambiance avec l'autre public. Un échange vraiment extraordinaire. On a des gros souvenirs avec le Master, parce que c'est vrai qu'on a fait plusieurs opérations avec eux, mais partout où on va, quoi, c'est bien. Quoi. Ouais, c'est énorme. Ouais. Même en Roumanie. Ah, même en Roumanie. D'abord, il y a plein de gens qui nous parlent encore de ce déplacement en Roumanie. Hein. C'est-à-dire qu'il a marqué tout le monde, celui-là. Ouais. C'était fou. C'était fou, quoi. C'était un autre monde, mais on l'a bien vécu, quoi. C'était bien. Quand on parle de fraterniser, moi j'en ai une belle anecdote justement de supporters comme ça à Limerick, quand on gagne à Limerick pour la première fois. Les supporters irlandais étaient tellement admiratifs qu'on ait gagné chez eux parce qu'ils n'avaient tellement pas l'habitude que quelqu'un gagne là-bas. Que les gars se prenaient dans les bras, machin et tout ça. Puis j'ai un de mes clients qui avait une belle veste de l'ASM. Et puis le gars du Munster avait une belle veste du Munster. Ils échangent les vestes. Hop, c'est super sympa et tout ça. Sauf qu'on repart du stade et puis mon client il fait comme ça en touchant sa veste. Il fait mais le portefeuille, les papiers, plus rien. Ah oui, il faut rentrer après. Voilà, c'est des anecdotes. Mais là, pour rentrer, c'était comique après. C'était pas mal. Mais bon, ils l'ont pas gardé. Ils l'ont laissé repartir quand même. Bon, mais écoutez, on a passé encore une fois un super moment. Le temps a passé quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a foot ce soir. Un petit message pour les supporters, Thierry le message, c'est que moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on va revoir ce Michelin plein la saison prochaine et qu'on retrouve l'ambiance qu'on a connue, quoi. Voilà. Ça nous manque vraiment. Et puis on a vu qu'on avait un petit peu d'influence quand même sur le jeu, parce que bon, jamais on a eu autant de défaites au Michelin que cette année, donc c'est bien qu'on apporte un tout petit peu quand même. Voilà. Donc on a vraiment hâte et envie d'y retourner. Maintenant, on va se tourner vers Vincent et puis les filles. On va croiser les doigts, on va leur souhaiter tout ce qu'on peut. Et puis, en espérant voir le bouclier la semaine prochaine à Clermont, ça serait super. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci à tous les deux. En souhaitant que ce bouclier, on l'aura pour l'année. Donc, en souhaitant que la saison prochaine, tu viennes pour nous l'amener ici et le présenter à notre public. Bien sûr. Ça sera avec plaisir. On va s'y atteler. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à vous. Merci à tous. Merci Doudou de nous avoir accompagnés. Un coucou à la loutre qui est tombée en Corse. Et merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez nombreux à échanger. On essaye de faire remonter. N'hésitez pas donc à partager la page de l'émission. On va vous faire suivre les liens pour aller nous voir sur YouTube aussi. Donc on compte sur vous, likez, partagez, faites-nous connaître, ça nous fera plaisir. Et on vous dit à bientôt dans de nouvelles aventures. Et puis allez les filles, allez la SM Romagna. Merci. Allez Clermont Romagna. Allez les filles,